Avez-vous déjà pris un jet privé? La probabilité est grande que ce ne soit pas le cas. C'est quelque chose qui, dans l'esprit de beaucoup de personnes, appartient à une élite et qui est peut-être très lointain. Aujourd'hui, nous avons le privilège, dans ce podcast, de discuter avec Donald Diobo, que peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, parce que c'est un homme de l'ombre. Il est derrière plusieurs systèmes que nous utilisons au quotidien. Et il a décidé de se spécialiser dans l'univers de l'aviation et particulièrement de la maintenance, dans un premier temps, des avions, des hélicoptères et par la suite de la location et même de la commercialisation. L'appétit vient en mangeant. Et aujourd'hui, il nous parle de ce business qui est inconnu du grand public en nous livrant simplement les étapes par lesquelles il a pu être introduit là-dedans, comment il a fait pour pouvoir se frayer une place dans un business dans lequel malheureusement il y a encore très peu d'Africains et bien évidemment comment ça marche. Et après avoir parlé de tout ça, nous parlons d'un deuxième business qu'il a, toujours dans l'ombre, mais à cette fois-ci dans le domaine du tourisme. Nous utilisons probablement souvent ces plateformes quand nous réservons des hôtels et il nous explique comment ça fonctionne et comment il est parvenu là aussi à se créer une place au soleil. C'est donc un homme de l'ombre que nous ramenons aujourd'hui au grand public pour pouvoir parler de business, mais aussi d'argent et de gestion des finances. Il a des idées très claires sur comment l'argent doit être géré, ou du moins comment il le perçoit et comment il l'applique. Et nous sommes ici pour en parler. C'est juste une question de temps, c'est le podcast des Moneymakers, dans lequel nous parlons sans complexe et sans tabou avec les gens qui font de l'argent, de comment ils le font. Donc, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner tous les dimanches à 14 heures pour ne rater aucun de nos épisodes. Je remercie bien évidemment Donald du temps qu'il a pris pour passer cette émission. Je précise, ceci est le deuxième épisode et il se fait super tard, mais il a eu l'amabilité de rester jusqu'à la fin pour qu'on le reprenne. Et donc, je tenais à le préciser. Mais je pense que cet épisode est bien meilleur que le premier que nous avons tourné. Et c'est souvent ça d'ailleurs. Quand on reprend, quand on apprend une deuxième fois, on maîtrise mieux que la première fois. Et je pense que vous allez prendre énormément de plaisir à écouter cet épisode. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez des deux business, de l'aviation, mais aussi du tourisme, des opportunités que vous voyez là-dedans, de ce que vous avez appris du podcast avec Donald. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais pour le moment, savourez ce podcast qui a été tourné au lendemain de Back to Africa. Et à la fin, il nous parle justement de Back to Africa. Et moi, je vous donne rendez-vous pour Back to Africa en 2024 pour l'événement de l'année. Bonjour Donald. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler avec nous sur notre podcast. C'est juste une question de temps, de finances. Est-ce que tu peux juste te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Tout d'abord, c'est un plaisir pour moi. Merci à vous aussi de m'inviter. Je suis Donald Diobo. Je suis serial entrepreneur. Ça fait 10 ans que j'entreprends en Afrique. Je suis principalement dans l'aviation, donc dans la maintenance aéronautique, sur les hélicoptères et aussi le fixed wings, donc des avions. Et j'évolue également dans le tourisme, où j'ai une plateforme de réservation d'hôtels pour les agences de voyage. Très bien. Donc, tu as deux secteurs d'activité qui peuvent être complémentaires, puisqu'en général, quand on voyage, on a besoin de se loger. Et je voudrais qu'on prenne le temps, bien évidemment, de comprendre un peu ces activités, parce que c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'argent là-dedans. Et ensuite, bien évidemment, on va parler un peu de ta vision sur l'argent, comment tu le vis, comment tu le gères. Mais déjà, pour commencer, pour toi, c'est quoi être riche? Alors pour moi, être riche, c'est un état d'esprit. Être riche, c'est un état d'esprit. Être riche, c'est pas le cash. Voilà, c'est un état d'esprit. On le développe mentalement. Et après, on n'est pas surpris quand on est riche. Parce que ça commence là. Et comment on le développe? Ouais, on le développe d'abord en créant ou en cultivant les mœurs des personnes riches. Et les mœurs des personnes riches, c'est simple. C'est tout ce qu'on explique, qu'on fait. Les personnes riches n'ont pas le temps. Elles bossent, les personnes riches. Elles sont toujours dans les livres, en train de découvrir, en train de lire, en train d'écrire. Elles sont toujours dans leur travail. Elles sont assidues dans leur travail. Et voilà, elles apprennent toujours des personnes. Donc, en fait, c'est toutes ces valeurs-là qu'on connaît déjà, qu'on applique au quotidien. Et ça nous rend naturellement riches. Pas riches dans le sens du cash, mais dès l'instant où on a déjà acquis cette étape, où on cherche à apprendre, on a soif d'apprendre, on a soif de réussir, donc on a soif de travailler et d'avancer, naturellement, on peut se définir comme étant une personne riche. C'est donc d'abord un état d'esprit. C'est ça. Sur ce podcast, on dit que la richesse est le résultat d'habitudes. C'est-à-dire que les habitudes que tu as dans ta vie aujourd'hui vont soit se transformer en beaucoup d'argent dans ton compte bancaire ou alors vont se transformer en très peu d'argent dans ton compte bancaire. Qu'est-ce que tu en penses?
Je suis tout à fait d'accord. 5 sur 5, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Quand on cultive les mœurs des personnes riches, on devient riche. Quand on cultive les mœurs des personnes riches, on devient riche. Les mœurs des personnes riches, c'est pas facile à cultiver. C'est pas facile à vouloir lire toute sa vie 10 heures sur 24. C'est pas facile à vouloir découvrir en fait des choses. C'est pas facile, même quand on les découvre, à vouloir expérimenter personnellement, parce que bon, ça en est suivi de quelques échecs, etc. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc quand on crée ou on développe cette habitude-là, naturellement, on devient riche et c'est le résultat de l'habitude qu'on a pu avoir. Je suis tout à fait d'accord. Tu as beaucoup insisté sur lire depuis tout à l'heure. Est-ce que tu es un grand lecteur? Oui. Bon, grand lecteur, non, parce que être grand lecteur, quand même, c'est trop dire, mais j'aime lire. J'aime lire, j'aime apprendre. J'aime beaucoup lire et apprendre, et j'aime noter. Parce que j'estime que les trésors sont cachés dans les livres. Bon, avant, on disait les livres. Maintenant, il y a Audible qui vous permettent d'écouter. Et comme je voyage énormément, donc j'ai toujours le temps d'écouter et d'apprendre des autres. Voilà. Pourquoi c'est important pour toi d'apprendre? C'est important parce qu'on n'a pas la science infuse. Voilà. On apprend des autres. Et rien ne se crée, tout se transforme. Ce qu'a été ta force peut être la mienne si j'apprends de toi. Ce qu'a été ta faiblesse peut être ma force si j'apprends. Tout à fait. Donc voilà. Donc, de toutes les façons, quand on apprend, quand on lit, quand on découvre, on devient plus fort. Voilà. De toute façon, les livres sont un excellent moyen d'apprendre des personnes qu'on ne connaît pas. Absolument. Parce qu'effectivement, ils nous transmettent leur expérience au travers de quelques lignes écrites. Bien sûr. Alors, l'Afrique est un continent dans lequel il y a énormément d'opportunités. Toi, tu as décidé de quitter l'Europe pour retourner en Afrique. Pourquoi? D'abord, comme tu l'as dit, je suis africain, fier de l'être. J'ai été pendant longtemps, même étant en Europe, hein, même quand je suis rentré, j'ai passé beaucoup de temps à promouvoir la destination. Parce que pour moi, j'estimais qu'on avait un continent qui était un trésor, qui était très, très sous-exploité. Donc, mon choix, justement, de revenir est un choix personnel, un choix que j'assume totalement. Et c'est un choix que je ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, je vis en Afrique, j'exerce mon métier en Afrique, et je m'en sors plutôt pas mal en Afrique. D'accord. Tu as choisi 2 secteurs, celui de l'aviation, mais aussi celui du tourisme. Parlons déjà peut-être de l'aviation dans un premier temps. Pourquoi l'aviation? Parce que c'est prestigieux. Parce que c'est prestigieux, c'est fun, mais bon, c'était pour plaisanter. Je pense que, alors j'explique beaucoup un peu les faits de ma vie. Ma mère a toujours voulu que je sois pilote. Mon père a voulu que je sois diplomate. Je pense que ça n'a pas marché de l'un et de l'autre parce que Tu n'es ni pilote ni diplomate. parce que j'ai voulu suivre maman. Je m'étais intéressé à l'aviation. Je suis parti suivre les cours, enfin la formation pour être pilote. J'ai échoué à la théorie. Et donc, je n'assumais pas cet échec, mais du tout. Et j'ai eu des paroles, en tout cas sages, qui provenaient de quelqu'un qui est maintenant mon mentor, que je salue au passage, il se connaît, qui m'a dit, écoute, c'est peut-être une manière pour Dieu de t'emmener là où est ta véritable vocation. Parce qu'il pensait pour moi que j'avais une vocation entrepreneuriale. Je ne devrais pas être pilote pour aller conduire les gens, parce qu'en fait, au finish, c'est ce que ça veut dire, tu es chauffeur de quelqu'un, et que j'avais une vocation plus grande, plus glorieuse que ça. Et c'est suite à cette idée que je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je n'ai pas pu être pilote, mais je peux embaucher dans le futur des pilotes. Je peux embaucher des mécaniciens, je peux embaucher des gens qui vont fonctionner dans mon système. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors, mais comment te vient donc l'idée de te lancer dans la maintenance des avions? Alors, d'abord, quand j'étais Parce que c'est très spécifique. Oui, c'est vrai. Mais quand j'étais en Europe, j'avais déjà flirté avec ce milieu, on peut dire. J'avais flirté avec ce milieu, j'étais dans la maintenance cosmétique plutôt, donc dans le nettoyage des aéronefs, nettoyage intérieur, extérieur. D'ailleurs, quand je suis revenu, j'ai commencé par là. Et j'ai commencé à non seulement connaître l'avion, mais cultiver une petite passion pour l'avion, d'accord? Et je me suis dit, en tout cas dans le milieu où j'évoluais, là où il y avait le manque, c'était véritablement dans l'hélicoptère et particulièrement dans la maintenance. Chaque fois, quand il y avait un hélico qui venait à bord et qu'il fallait maintenir,
on passait déjà 2-3 mois avant de trouver un mécanicien qui a ce qu'on appelle la CAMO. C'est une licence, pour ceux qui ne savent pas, et qui va venir faire la maintenance. Ça, c'était un, oui. Deux, de là où j'étais, 30 à 40% des hélicoptères provenaient de l'Afrique. Mmh. Et je me suis dit, non, il y a un problème. Donc, il y a un problème, ça veut dire qu'il peut exister une solution, et je ne sais pas ce que je fais là. Parce qu'étant là-bas, j'étais employé. Donc, je travaillais, je connaissais ma valeur, je savais que je pouvais sortir de là. Je savais que je pouvais ajouter de la véritable plus-value à ce secteur. Bon, mais il fallait le cran, il fallait prendre la décision. Et un matin, je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis là. Tu as décidé de rentrer. Oui. Mais allons-y un peu. Quand tu décides de rentrer, est-ce que tu commences d'abord par travailler dans une structure? Comment tu fais pour te hisser dans ce milieu ultra fermé? Parce qu'il faut le dire, les personnes qui fonctionnent en jet privé dans nos pays sont extrêmement discrètes. On ne sait pas qui elles sont. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne sait pas qui a un jet, qui n'a pas de jet, bien souvent, sauf quelques grandes fortunes nigérianes, ainsi de suite. Mais en Afrique francophone, on sait très peu qui a un jet, qui fonctionne en jet, qui se déplace en jet. Donc, comment toi, qui débarques de la diaspora, te retrouves à côtoyer ces personnes au point aujourd'hui de travailler avec elles? Alors non, ce qui s'est passé, c'est que j'étais... D'abord, c'est un milieu, comme tu l'as dit, qui est fermé. Oui. Mais quand tu es dedans, c'est comme dans n'importe quel milieu. Si tu es banquier, moi, je ne suis pas du réseau, je ne sais pas ce qui se passe à la banque. Oui. Voilà, mais toi, tu sais exactement ce qui se passe à la banque, tu connais les clients de la banque, tu sais exactement comment ça se passe. Donc, j'étais déjà du milieu. Je n'ai jamais travaillé pour une structure en Afrique parce qu'il n'en existait pas. Il faut le dire. Il n'en existait pas de structure africaine qui soit dans l'aviation où on peut travailler. Donc, ça n'existait pas. Les seules structures qui existaient ici, c'est les structures européennes, américaines. Et ces structures-là n'avaient aucune base ici. Je peux te l'affirmer ici. Hein, on n'est pas 3 qui soient des acteurs de cette filière dans l'Afrique. Hein. Jusqu'à présent. Oui, étant africain, on n'est pas 3 qui soient... Je parle des acteurs qui ont pignon sur rue. Des acteurs qui vont peut-être aller sur le Air Show de Paris, qui vont aller à Farnborough, qui vont parler de l'aviation très ouvertement en tant qu'Africains qui exercent en Afrique. On n'est pas nombreux. Donc, voilà. Et puis on se connaît. Comme je dis, on se connaît comme ça, de nom et de prénom, on sait exactement qui fait quoi. Donc quand je suis rentré ici, ça n'existait pas. Donc, voilà, il y avait que si tu voulais que ce milieu existe, tu le crées. Et voilà, je n'ai pas souhaité consommer, j'ai souhaité créer. Et comment tu vas chercher tes premiers clients? Parce que du coup, il y a aussi le besoin de convaincre. Ils avaient l'habitude de travailler avec des Occidentaux, des Blancs, c'est-à-dire que malheureusement, dans l'esprit de beaucoup, blanc veut dire compétent, noir veut dire... Oui. Comment toi tu fais pour leur dire, écoutez, confiez-moi vos vies, je vais gérer vos flottes? Ça, c'est une très bonne question. Alors, d'abord, c'était la culture de l'excellence. Je veux déjà que par ce podcast, on comprenne quelque chose. Oui. Le fait qu'on soit black, qu'on soit africain, ne veut pas dire qu'on n'est pas excellent. Tout à fait. Ça ne veut rien dire du tout. Je pense qu'on a eu ce complexe parce que nous ont montré nos dévanciers. Mais maintenant, ça change. C'est les mêmes écoles que j'ai fait qu'ils ont fait, ces gars-là. C'est les milieux dont je vous parle, là, les milieux de l'aéronautique où je vous parle, c'est les mêmes milieux qu'on a fréquentés. Quand on était dans des négociations pour achat d'avions, c'est les mêmes négociations. Deux fois même, je faisais mieux. Parce que nous, naturellement, étant donné notre culture, j'allais dire notre origine, on est plus perspicace, on recherche la réussite, on la recherche de toute force. Donc, on a une autre approche par rapport aux négociations. On est plus pertinent, on est plus têtu sur les négos. Donc, je pourrais même dire que je négociais mieux. Oui. Voilà. Plus durement, en tout cas. Plus durement. Donc, voilà, tout ça réuni m'a amené à me dire non, je pouvais le faire. Et pour répondre à ta question sur la confiance, je pense que dans tous les milieux du monde, la confiance se mérite. Quand je suis rentré en 2016, je n'avais pas la possibilité d'avoir un agrément tout de suite. Je suis noir, je suis africain, donc personne ne veut te faire confiance pour te donner un avion, tu te rends compte? Un engin qui se lève, qui fait 39 000 pieds. Donc, je vais te le donner pour réparer si quelque chose se passe en l'air. Donc, c'était un process. Je suis venu en 2016. Mon premier contrat, qui était étatique, mais je préfère le taire, c'était un contrat 2019. 2 ans pour trouver un contrat. 3 ans.
C'est-à-dire Oui, 2016, oui. un an pour faire tout ce qui est agrément, etc. 2 ans supplémentaires pour avoir un premier contrat. Donc, De maintenance. de maintenance. C'est juste pour te dire un peu comment ça se passe. Mais il faut... Tu te rappelles comment tu as décroché ce premier contrat? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'était une rencontre, une connexion? Oui, Parce que forcément, j'imagine qu'à ce niveau, c'est du réseau. C'est quelqu'un qui s'engage un peu pour toi. Non, fais-lui confiance, c'est mon petit, il va faire le travail. Je pense que sur ça aussi, Dieu a fait grâce. Ouais. Parce que c'est pas facile, étant africain, comme j'ai dit, d'avoir ce genre de marché. Mais c'est encore intéressant quand les gens te font confiance sous d'autres auspices. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qu'on a connu, on l'a vu, il se bat très fort. C'est quelqu'un, bon, il faut lui donner cette chance-là de voir ce que ça peut donner. Moi, j'ai déjà vu ce qu'il fait. Bon, voilà, ça c'est des choses qui existent. Il y a aussi des connexions, mais je pense que ce qui se passe, et ça, même auprès des autorités, quelque part, il faut leur donner ce mérite. Aujourd'hui, on a trop le sentiment que oui, nos autorités, oui, ils ne sont pas trop prêts pour l'Africain et tout. Ce n'est pas totalement vrai. Des fois, il faut leur montrer que tu es capable. Quand tu leur montres que tu es capable, ils n'ont pas le temps de partir ailleurs. Et je pense, moi, j'étais un exemple palpable de ce qui s'est passé. Comme je dis, le premier contrat que j'ai eu, ce n'était pas d'un privé. Le premier contrat que j'ai eu provenait du public. Et si on ne t'a pas fait confiance, on ne pourra pas te donner cette chance. Et c'est parce qu'aujourd'hui, si je suis dans ce milieu, c'est parce qu'en fait, il y a eu une personne qui a fait confiance. Personne. Et donc, cette confiance a payé parce que le travail s'est bien fait. Ensuite, s'en est suivi un autre contrat pour que je puisse arriver là. Qui sont tes clients aujourd'hui? Alors, j'ai aujourd'hui des privés. Oui. J'ai aussi le secteur public, j'ai les militaires avec qui je travaille. Mais bon, voilà, c'est... Quand tu dis le privé, tu parles de quoi? De personnes, d'entreprises? Quand tu dis le privé, est-ce que tu peux juste nous dire concrètement, privé, c'est qui? Je ne veux pas forcément les noms des sociétés, mais privé, ça représente quoi? Public, ça représente quoi? Alors, public, ça représente des gouvernements. Ok. Voilà. Militaire, bon, c'est déjà militaire, on sait. Oui, là, on sait, oui. Voilà, mais donc, privé... l'armée loue des avions, c'est ça? Non, l'armée ne loue pas les avions. L'armée a des avions et des hélicoptères. Dont ils te donnent voilà, la maintenance. Donc, la maintenance. Voilà. Okay. Donc, c'est plutôt la maintenance avec l'armée, c'est plutôt la maintenance, la mise à disposition des outils spécifiques. Mais quel va être ton apport? Puisque toi, quand tu prends leurs avions, qu'est-ce que tu en fais? Tu les amènes dans des ateliers de réparation? Oui, absolument. Ce n'est pas toi le mécanicien? Non, c'est pas ça. Mais j'embauche des mécaniciens qui font le travail. Ah, voilà, ok. C'est ça. Donc, tu loues un atelier? Ouais. Bon, pas forcément. On a déjà des ateliers. Tu as tes ateliers? Voilà, ok, d'accord. On a le hangar qui est là. Il ramène l'hélicoptère là et on se charge de faire le travail. Mais tes hangars sont en Afrique ou ils sont en Europe? Oui, aujourd'hui, j'ai un hangar en Afrique. Mais... Ah, c'est vrai? Oui, bien sûr. Ok. C'est vrai que tu as la musique, tu n'en as pas. J'allais te demander, mais à quand le premier? J'ai un hangar en Afrique, heureusement. Mais il fallait dire à quand le deuxième, le troisième. Parce Tout à fait. il faut qu'on sorte de là. C'est justement la raison de cette discussion. Oui. Il faut qu'on ait plus de hangars et qu'on ait plus de mécaniciens dans l'aéronautique qui existent en Afrique. Il faut avoir plus de pilotes en Afrique qui peuvent exercer le métier librement. Voilà, c'est tout le sens de notre retour en Afrique, mais c'est aussi toute la plus-value qu'on va avoir en disant, bon, on fait du Back to Africa. Yes. Dont on parlera tout à l'heure parce que nous tenons ce podcast au lendemain du forum Back to Africa, l'événement de l'année, et tu nous diras ce que tu en as pensé à la fin du podcast. Pour revenir donc sur ton métier, tu reviens, métier très fermé, tu parviens à te faufiler. Aujourd'hui, vous êtes nombreux en tant qu'Africains dans ce secteur? Non, pas du tout, je l'avais dit tout à l'heure, on est très très peu. On n'est pas heureux de le dire, on n'est pas très fiers de nous. Moi, j'ai des pilotes que j'embauche qui sont européens, qui sont américains. J'aurais bien aimé embaucher un pilote zambien, un pilote togolais. Mais pourquoi tu embauches des pilotes? Tu es supposé faire de la maintenance? Non, je parle. Oui, mais même dans la maintenance, on embauche des pilotes. Pour aller chercher les avions? Bien sûr. D'accord. Ça, okay. on le fait aussi. Voilà. Alors, mais le métier, il faut savoir que le métier est très vaste aussi. J'ai parlé de la maintenance comme étant le daily, parce que c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Mais ça ne se limite pas à ça. Je fais aussi de la location de jets. Je fais la location des hélicos. Je fais la vente de jets. Je fais la vente des hélicos. Donc, je ne suis pas limité aujourd'hui. Et pourquoi je ne suis pas limité? Pourquoi je ne suis pas spécialisé? Parce qu'il n'y a personne qui puisse se mettre dans ce secteur. Il est tellement niche que même aujourd'hui, je vous parle, si quelqu'un a besoin de cargo, il m'appellera. Ce n'est pas mon milieu. Oui. Je suis obligé de... En fait, quand il y a un besoin, tu essaies de le satisfaire. C'est ça, exactement. Et donc, de fil en aiguille, tu t'es retrouvé à faire de la location de jet, la location d'hélicoptères. Hélicoptères, oui. D'accord. L'évacuation sanitaire, par exemple. Oui.
Ah oui, tu gères les évacuations Bien humanitaires sûr, bien aussi. sûr. Bon, Et là, pour le coup, c'est des donc. clients publics, c'est ça? Non, le privé aussi. Ah oui. Non, bien sûr, c'est pas limité au public, c'est le privé. Ce sont des avions D'ailleurs, médicalisés. 80% de mes clients en Afrique sont privés. D'accord. Oui. OK. Et ce sont quoi? Des sociétés, des hôpitaux? Oui, des sociétés, cliniques? des miniers par exemple, oui. Ah oui, les Parce qu'ils miniers, sont ok. beaucoup, eux, Oui. dans des zones un peu Retirés. retirées. Donc voilà. Des fois, quand il y a un malaise quelque part, il faut intervenir. Voilà. On a tendance à penser que l'univers de l'aviation, c'est un univers luxueux, un univers inaccessible pour le commun des mortels. Louer un jet, ça doit coûter une folie. Est-ce que les gens ont raison ou tort de penser ça? Luxueux, oui, peut-être. Inaccessible, je pense pas. Inaccessible, je ne pense pas, parce que ce sont des êtres humains qui louent le jet. Mais après, je pense, oui, c'est quelque peu luxueux quand même, parce que voilà, il y a une différence entre un jet privé et un avion commercial. Donc oui, je peux comprendre s'ils disent que c'est luxueux. En termes de tarifs, donne-nous un ordre de grandeur. Comment on loue un avion et à peu près combien ça coûte? J'imagine que les prix... Non. Non, mais j'imagine que les avions, c'est comme les chaussures, ça dépend du modèle d'avion. Ouais. Mais juste un ordre d'idée. Oui, absolument. Donc ça dépend de... Après, je ne te mets pas dans les problèmes. Tu es un commerçant. Tu vends la location. Donc, tu peux avoir un client ici qui t'écoute et qui C'est dit vrai, ah, mais c'est je... vrai. Non, tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Non, mais après, ça dépend. Ça peut aller de 15 000 euros à 60 000. Ça dépend. 15 000, donc 10 millions à peu près. Oui. À 60 000 à 40 millions pour L'heure. une heure. Oui, bien sûr. OK. Oui, bien sûr. Donc, tu peux... Après, ça dépend. Ça dépend vraiment du type d'avion. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce Ok. que tu peux même avoir un avion, par exemple, on a le style le Challenger 605 ou la Falcon qui est très commun, ici en tout cas sur cette partie de l'Afrique, que tu peux avoir à 10 000, 7 000 même. OK, 7 000 l'heure, un peu plus bas. OK. Bien sûr. Tu peux avoir à 7 000 l'heure. Donc, si tu fais 3, 4 heures, 5 heures de vol, c'est encore plus intéressant. Donc, on peut. Alors, c'est ce qui est un peu tricky dans notre milieu, c'est que dans l'aviation, on ne peut pas déterminer un prix. On peut pas vous donner une grille tarifaire, ce n'est pas possible Oui. dans l'aviation. Voilà. On te dit selon la disponibilité, même 2 fois selon la disponibilité de l'avion. Parce que si tu es à Dakar et tu désires te rendre à Yaoundé et que l'avion même se trouve en Suisse, C'est vrai. D'où ça vient change l'avion? tout. Oui. Ça change tout. S'il y a un avion qui est disponible à Lomé, ça veut dire que l'avion doit quitter Lomé, partir à Dakar, te récupérer et t'emmener à Yaoundé. Donc c'est vraiment différent. Et c'est en fonction de ça qu'on met en place des tarifs. Et il y a des techniciens qui font ce travail aussi. Hein. C'est quelque chose d'assez particulier. Est-ce que c'est une activité qui est bien lucrative, comme on pourrait le penser? Oui, il faut être honnête. Tu ne te plains pas et tu n'es pas à plaindre. Voilà, ne se plains pas, ça va. Dans ton plan d'expansion, est-ce que tu penses à toi-même posséder des jets? Est-ce que tu en possèdes déjà, des hélicoptères? Oui, hélicoptère, oui. On a un hélicoptère, mais c'est plutôt une Agusta. D'ailleurs, je suis représentant de la marque Agusta, qui est Leonardo, qui est une marque italienne, ici en Afrique de l'Ouest. Et voilà, donc c'est un hélico qui est très robuste et qui est adapté d'abord à notre climat, à notre environnement, mais qui peut permettre de faire de drilling. Donc les compagnies de oil and gas utilisent beaucoup cet avion-là. On en a un qu'on met en location. D'accord, ok. Donc une partie du job consiste à utiliser votre flotte personnelle et une autre d'aller chercher chez des propriétaires des jets pour pouvoir les mettre en location. C'est bien ça? Absolument. La location de jets, ce n'est pas la location de véhicules. Donc, on est obligé de travailler en synergie, travailler avec même de très, très grandes entreprises, quelle que soit où elles se trouvent, pour avoir de la disponibilité en temps réel. Parce que un client qui te demande un jet, c'est un client exigeant. Ça, il faut le savoir déjà. Un client qui te demande un jet, à peine s'il ne te demande pas de l'envoyer là tout de suite pour bouger. Oui. Donc, il faut vraiment être réactif. Il faut savoir emmener l'avion à temps et en heure. D'accord. Oui, bien sûr, parce que tout est mesuré là-dedans. Absolument. Alors, dans le même secteur de l'aviation dans lequel tu es maintenant depuis 2019, c'est ça? Non, depuis 2016. Non. Oui, mais enfin, je veux dire, tu as commencé à avoir ton premier client Oui, en 2019. Donc, je considère qu'avant, tu te cherchais. C'est ça. Tu penses qu'aujourd'hui, tu as eu à peu près combien de clients différents?
Pas le même client qui revient plusieurs fois, mais différent. Francophone, anglophone, tu es plus dans quel secteur? Oui, les deux. Je suis en Afrique. Je travaille. Mais il faut avouer quand même que 60% de ma clientèle est privée. 70% même, je dirais, anglophone. Ah oui? Oui, 70%. Pourquoi ça? Et ça, j'essaie vraiment d'être modeste. Non, alors, parce que je pense personnellement, hein, je suis ivoirien, je suis africain, je suis francophone, donc je pense sincèrement que les anglophones ont peut-être compris. Cet aspect de la vie, ils l'ont bien compris. Et donc, les anglophones qui ont de l'argent savent qu'ils ont beaucoup plus d'argent qu'ils n'ont du temps. Voilà. Donc, pourquoi ne pas mettre donc cet argent à disposition pour gagner du temps? C'est un peu ça leur esprit. Le Nigérian qui fait du business à Banjul estime que Sky, c'est beau, c'est magnifique, mais ça va lui perdre son temps. Donc, pourquoi ne pas gagner du temps s'il a 24 heures à passer, faire 3 heures de vol, finir sa réunion et revenir chez lui? Parce qu'il a beaucoup d'autres choses à faire. Oui. Donc, oui, c'est comme ça que je peux définir. Là où il prendrait 1 ou 2 jours s'il avait pris une compagnie régulière pour aller faire des escales. Parce que ça, il faut le savoir, pour les gens qui ne voyagent pas en Afrique, mais c'est très, très, très difficile aujourd'hui, en tout cas, de voyager en Afrique parce qu'il y a énormément d'arrêts pour des raisons économiques, simplement. Bien sûr, les vols n'étant pas suffisamment chargés, c'est ça. Les compagnies comme Sky sont obligées de faire des itinéraires à rallonge pour pouvoir desservir 2 endroits qui sont pourtant parfois directement connectés simplement. On doit faire parfois des détours pour aller dans d'autres pays. OK, donc il y a un réel gain de temps. Bien sûr. Et pour ces personnes-là, ça peut être réellement une véritable opportunité. C'est ça. Tu as dit tout à l'heure que tu faisais aussi des évacuations sanitaires. Oui. Ça, c'est commandé par qui? Les États ou des hôpitaux, les privés? Comment ça se passe? Alors, j'ai des clients divers. Hein. C'est pas, je suis pas... Bon, je suis un homme d'affaires. Mes clients, c'est qui me demande. C'est celui qui me demande l'hélico. Mais je peux dire là, comme ça, que oui, j'ai beaucoup de clients. J'ai des hôpitaux, déjà, qui en demandent maintenant, mais un peu plus qu'avant. Mais c'est surtout, dans le privé, c'est surtout les miniers. C'est surtout les miniers. Les compagnies minières qui sont vraiment dans des endroits reculés, eux, ils demandent beaucoup pour évacuer, soit dans les villes, ou alors évacuer avec l'hélicoptère dans la ville et prendre l'avion pour aller en Europe. Et toi, par exemple, tes trajets sont essentiellement sur le continent africain. C'est bien ça? Tu fais des lignes internationales? Oui, bien sûr. On fait de grandes lignes, même de très, très grandes lignes. On n'est pas limité qu'à l'Afrique. Mais j'avoue que la plupart de ma clientèle africaine demande des jets pour l'Afrique. Donc, la plupart des clients que j'ai commencé à avoir là, dans les 2 dernières années, c'est comme j'ai dit, j'ai donné des exemples. Hein. C'est un client qui est en Afrique du Sud qui va peut-être en Zambie, et de la Zambie qui doit aller en Angola, de l'Angola qui vient en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas, parce qu'il n'y a aucune compagnie aérienne qui puisse lui permettre de faire ce voyage que je viens de dire en direct. En moins de 10 jours. C'est même pas possible. Oui. Donc, il est obligé de prendre un jet et puis faire ses stops. Permets-moi donc de te poser la question liée à ce secteur. Qu'est-ce qui explique que, autant je peux comprendre qu'il y ait des détours pour arriver quelque part, mais qu'est-ce qui explique que le continent africain soit si mal desservi d'un point de vue aérien? Pourquoi l'aérien ne fonctionne pas en Afrique où est si peu rentable? Il n'y a qu'Ethiopian, le reste des compagnies ne s'en sortent pas. Alors, tu sais, moi, ce sujet-là, je trouve que c'est sensible. OK. Et parce que ce qu'il faut commencer d'abord par expliquer, c'est pourquoi est-ce que l'Afrique, qui est tout un continent, que ce soit difficile pour moi de quitter Abuja et d'aller à Yaoundé. Que d'Abuja à Yaoundé, je sois obligé de passer par Lomé, c'est très difficile à comprendre. Et c'est simple. C'est juste que les États doivent se mettre entre eux, discuter. Et puis sortir un plan Marshall. Tous les pays veulent avoir une compagnie aérienne nationale. Ce qui est absurde. Tous les pays, un matin, veulent être, avec deux avions, veulent être le hub. Ouais. Mais si tout le monde devient le hub, bon, plus personne n'est hub. Plus personne n'est hub. Et ça, ça, par contre, c'est un véritable problème. Je ne me mêle pas dedans parce que c'est un truc qui c'est mêlé à la politique et tout ça. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je pense que l'Afrique même gagnera. Maintenant qu'on est en train de parler d'une seule frontière, maintenant qu'on parle de libre-échange, maintenant qu'on tient des discours de ce type, qui sont des discours salutaires, il faut aussi penser à l'aviation. Il faut aussi penser au One Space.
Et on a des associations, il y a de grandes associations comme AFRA par exemple, qui font ce travail, qui existent déjà. Donc je pense que c'est un appel qui leur est lancé, c'est un challenge qui leur revient de droit, de sorte à ce qu'on puisse avoir cette facilité. Parce que tout le monde n'aura pas l'argent de louer le jet. Oui, très clairement. Voilà. Très, très clairement. Au niveau francophone, je vais te poser une question. C'est quoi le truc le plus surprenant que tu aies eu dans une location de jet, par exemple? Quelqu'un qui a loué un jet et tu te dis, ah ouais, on loue un jet pour faire ça? Surprenant, c'est-à-dire? Un truc, je sais pas, moi, une location qui t'a surpris, c'est-à-dire l'usage dont il voulait pour lequel il prenait l'avion. Est-ce que tu as des gens qui ont peut-être loué des avions pour aller faire la fête, pour aller regarder un match de foot? Oui, un match de foot, oui. Un match de foot, bon, c'était pas surprenant pour moi. Mais je pense que oui, un match de foot, oui. Un Roland Garros récemment, oui. La Formule 1 au Canada récemment, oui. Ça, on en a eu. Mais comme je dis, c'est rien de surprenant. Mais ça, c'est très peu aussi. Il faut le dire, oui, c'est bien sûr. 1%. Après, ceux qui louent les jets en Afrique, notamment en Afrique francophone, sont vraiment des hommes d'affaires qui ont compris qu'ils en ont vraiment besoin. En tout cas, pour ma part. Hein, voilà. Ils ne voyagent pas seuls? Non, pas du tout. Jamais eu une personne qui a loué un jet seul. Peut-être qu'ils sont 2-3, il a son assistante, 2-3 directeurs, et puis bon, voilà, c'est toujours mieux. C'est avantageux, ça leur permet de gagner du temps d'abord, mais aussi deux fois de l'argent, hein, parce qu'il ne faut pas croire. Avec les prix des compagnies aériennes ces jours-ci, voyager à 5 ou 10 en business, ça vaut le prix d'un jet privé. Ouais. Voilà. Très clairement. Quand on a de grosses équipes, ça peut être très intéressant. En tout cas, j'avais vu des émissions qui expliquaient ça aussi. Exactement. C'est pas juste un côté luxueux, il y a aussi un côté économique, pratique. Bien sûr. Comment ça se passe quand on a un jet privé? Enfin, quand on veut voyager par jet privé à l'aéroport? Alors, dans chaque aéroport, il y a des terminaux. Hein. Donc, Ouais. terminal 1, terminal 2, etc. Et il y a ce qu'on appelle l'executive airport. Dans les pays développés, comme aux États-Unis, en Europe, même en Asie maintenant, il y a des aéroports qui sont totalement privés. Donc, un aéroport privé où il n'y a pas d'avion commercial qui atterrissent dans cet aéroport-là. Bon, dans nos aéroports, on y arrive quand même. Je pense qu'on a ce qu'on appelle les FBO, donc c'est des Fixed Base Operators, qui gèrent opérationnellement l'arrivée de l'avion, la descente des clients, l'assistance en termes de cachet de passeport, la douane, etc. Et la sortie, deux fois même la location de véhicules, la réservation, etc. Ça va vraiment loin. Le FBO, il se charge de toute l'assistance en escale qui est réunie pour que le client soit totalement à l'aise. Donc dans nos aéroports ici, ça existe, oui. Alors, comme si ça ne suffisait pas, tu as décidé de te lancer dans la création, oui, d'une agence dans le tourisme. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans le tourisme? Alors, le tourisme, c'est une passion. C'est une grosse passion. Je venais souvent en Afrique. J'ai visité pas mal de destinations touristiques excellentes. Et je n'avais pas compris pourquoi je paierais de l'argent pour aller dans un pays comme à Cuba. J'irais en Espagne du Sud. J'irais à Bali, par exemple. Et que je n'arrive pas, moi, à visiter peut-être San Pedro en Côte d'Ivoire ou Sali au Sénégal ou même Kribi au Cameroun. Je ne comprenais pas. Et donc, je pense que ça m'est venu cette idée. Sauf que chez nous, on n'a pas des infrastructures, comme on le dit. Ce n'est pas encore au niveau où ça peut être très facile de visiter un site touristique. Oui. Mais il y avait des choses à faire parce qu'il y avait déjà du boulot sur place. Comme par exemple, le business des hôtels. Voilà. Et moi, ce que j'ai décidé de faire avec quelques amis à moi, c'était on a mis en place une plateforme de réservation d'hôtels qui est dédiée aux agences de voyage. Ok, donc ici, tu raccordes juste. Ok. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Alors, on a un bed bank. Un bed bank, ça veut dire en français une banque de lits. On met des lits ou des hôtels à disposition des agences de voyage. Donc, on leur permet de gagner du temps, de gagner de l'argent, de permettre à leurs clients... Les hôtels n'ont pas à faire de marketing. Ils confient à des gens comme vous le soin de leur trouver des clients, c'est ça? Non, les hôtels font du marketing, mais ils font le marketing sur le produit qu'ils ont. Si j'ai un hôtel, je vends à qui veut, à monsieur tout le monde, etc. Des chambres. Et je dis pourquoi il doit travailler avec moi. Oui. Sauf que dans tout business que tu mets en place, il faut aussi avoir des intermédiaires. Il faut avoir de la place pour ceux qui facilitent ton business. Oui. Ce que nous, on met en place, c'est une plateforme
qui permettra par exemple à 4000 agences de voyage dans le monde entier d'être connectées. L'hôtel n'aura pas le temps de signer un contrat avec 4000 agences. Oui. D'accord. Oui. Nous, on leur permet de signer avec nous et nous, on le met à disposition de 4000 agences de voyage. Voilà. En gros, pour faire simple, vous venez voir un hôtel, vous leur dites, OK, voilà, nous, on se propose de vous aider à trouver des clients, fondamentalement, pour vos chambres. Oui. Vous signez un deal dans lequel vous dites, comme on va prendre suffisamment de chambres, on veut des tarifs préférentiels, parce que c'est là que vous allez gagner de l'argent. Exactement. Donc, par exemple, si une chambre coûtait 100 000, vous demandez quel pourcentage? À peu près. On négocie. On ne peut pas Okay, donner c'est en fonction de... C'est en fonction de l'hôtel aussi. Hein. C'est en fonction de ses règlements. En tout cas, vous convenez d'un pourcentage. On convient d'un pourcentage, on le signe comme c'est basé au net. Alors, deux fois, on paye en avance pour permettre à l'hôtel d'avoir de la trésorerie et de pouvoir gérer. Et donc, ça, c'est très intéressant. Oui. Vous signez avec l'hôtel, oui, le fait que vous allez lui ramener des clients, et vous mettez un dépôt, vous lui donnez de l'argent. c'est ça. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier des tarifs. L'hôtel, Mais si elle doit s'attendre Qu'est-ce qu'il à... fait avec votre argent? Si l'hôtel doit s'attendre à monsieur tout le monde qui vient, elle n'est pas... Il faut savoir alors que dans le business de l'hôtellerie, c'est un business qui est assez particulier. Toutes les heures comptent. Tous les jours comptent. Oui. Quand tu as 365 jours, ça veut dire que tu as 365 jours pour rentabiliser. Oui. Tu peux avoir des jours où le taux d'occupation est très bas Oui. et d'autres jours où le taux d'occupation est haut. Mais en ce qui concerne le business, si tu as 12 jours qui sont occupés, ce n'est que 12 jours. Et tu ne vas pas gagner un franc de plus que ce que tu aurais gagné hors des 12 jours. Oui. Alors, avoir un client comme nous pour l'hôtel, avoir un client comme nous, un partenaire comme nous, c'est important. Parce que nous, on a la possibilité de prépayer 200 jours ou 200 nuitées, par exemple. Donc, la condition de verser l'argent en caution, c'est d'avoir des tarifs préférentiels que nous allons maintenant aller vendre à toutes les plateformes existantes. Et donc, à chaque fois que vous prenez une chambre, c'est déduit de la caution que vous avez déposée ou pas du tout? Deux fois, c'est déduit, mais ce n'est pas tout le temps parce que, comme je dis, le modèle de contrat est différent. Tel qu'on travaille avec un grand groupe comme Accor, ce sera forcément différent de la manière de travailler avec une compagnie ou une chaîne hôtelière africaine. Alors, très intéressant, parce que du coup, il va se poser une question très intéressante ici, notamment en Afrique, c'est celui des monnaies. Exactement. Les pays africains ont des monnaies différentes. On a beaucoup de monnaies différentes, à part les zones d'ailleurs, CEDEAO, je crois, et CEMAC. Oui. L'essentiel des autres pays africains ont leur propre monnaie. Donc, on est dans un continent où on a plus d'une trentaine de monnaies. Comment tu gères ça? C'est-à-dire que toi, tu viens et tu dis à des agences de voyage, vous êtes une agence de voyage en France, aux États-Unis, au Canada, nous vous mettons à disposition tels hôtels et tels lits à tel taux, à peu près. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, ok, moi je suis aux États-Unis, je veux une chambre, je sais pas moi, à Nairobi, je paye en dollars. Aux États-Unis? Aux États-Unis. Oui. Comment toi tu fais pour payer l'hôtel qui est à Nairobi? J'ai forcément un partenaire ou une société à Nairobi qui paye l'hôtel à Nairobi, avec qui l'hôtel à Nairobi a signé le contrat en shilling, en Kenyan shilling. Donc l'hôtel sera payé, ton hôtel qui t'a coûté $100 sera payé en Kenyan shilling. Voilà. Ok. Oui, mais alors, celui qui paye en Kenyan shilling, à quel moment il récupère l'argent? C'est votre deal, c'est voilà, ça? Voilà. Donc en gros, il met donc de l'argent. En fait, c'est un business dans lequel il y a beaucoup de confiance au final. Absolument, oui. C'est un business. Parce que celui qui paye, il n'a pas encore les sous. Oui, mais le business le hospitality business, oui, c'est un business de confiance. Quand vous êtes aux États-Unis et vous partez à Nairobi, vous ne connaissez pas cet hôtel, généralement. Oui. Vous ne connaissez pas l'hôtel, vous ne savez pas ce que vous allez trouver là-bas. C'est ce que vous voyez en ligne là, que vous acceptez. Les photos, les notes. Oui. C'est ça que vous acceptez. Donc, le business du hospitality, ça commence déjà par le pacte de confiance. Ça, c'est hyper important. Le deuxième point, c'est celui de pouvoir vous assurer qu'en cliquant click, go, que vous garantissiez une nuitée dans un hôtel précis. Oui. Ça aussi, c'est un deuxième pacte de confiance. Parce que vous pouvez venir à Nairobi. On a eu beaucoup de cas comme ça. Hein. Vous venez à Nairobi, on vous dit non, on ne sait pas. On dit Philippe. On ne vous connaît pas. Il n'y a pas de Philippe Simo ici. Là, ça vous empêche de dormir la nuit. Bref, je veux dire que c'est pour ça que la plateforme Naki, c'est de mettre en place une plateforme qui permet à plus de 4000 agences de voyage de se faire des chiffres, de se faire de l'argent, d'accord, partout dans le monde, et permettre à leurs clients, qui de fois sont des corporates ou des individus,
d'avoir de la facilité, de ne pas avoir des problèmes de monnaie, de ne pas avoir des problèmes de cartes qu'ils ont tracées, qui ne passent pas, etc. Et moi, je vais rentrer sur ce qui m'était particulier. La raison pour laquelle j'envoie ce business en Afrique, c'est parce que je comprends qu'on a ce challenge en Afrique. C'est un challenge prépondérant, c'est un challenge important. Quand quelqu'un qui est en Guinée-Bissau a des difficultés à aller dormir dans un hôtel au Libéria, simplement parce que ce n'est pas la même monnaie, simplement parce que la carte bancaire bissau-guinéenne peut ne pas fonctionner au Libéria, il y a un problème, il faut trouver une solution. Et c'est ma modeste manière à moi de trouver la solution. Oui, mais toi, par exemple, tu travailles avec des agences de voyage. Oui. C'est ça? Oui, parce que en fait, tu n'es pas Booking. Non. Non, je ne suis pas Booking. Le business model est différent. Le business model de Booking, c'est du B2C. C'est le business to consumer. Donc, tu pars sur Booking, tu fais une réservation. Alors, cette réservation, soit on te demande pay now or later. Donc, pay now, c'est payer maintenant. Tu payes, tu traces ta carte et tu as la réservation là-bas. Oui. Donc, l'argent reste avec Booking. Oui. Ou pay later, tu payes donc au sein de l'hôtel. Oui. Et puis, l'hôtel va reverser sa commission. L'hôtel reverse la commission à Booking. Sauf que dans l'un comme dans l'autre des cas, celui qui est en Afrique, malheureusement, peut avoir des soucis dans les transactions par carte bancaire. Oui, il peut ne pas avoir de il carte peut bancaire. ne pas avoir déjà. de carte bancaire déjà. On a un taux de bancarisation qui n'est pas faible. très élevé. Donc voilà, c'est face à ces challenges qu'on a décidé de trouver une solution comme MyGo et ça marche très bien. Et MyGo, donc, ta société à toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traite des deals avec le même hôtel, c'est-à-dire que, du coup, quand on a un hôtel, pour comprendre, hein, on cherche soi-même ses propres clients par ses propres canaux pour maximiser ses chances. Parce qu'en fait, c'est souvent ça. Oui. On va voir un agrégateur comme Booking, on lui dit, voilà, tu peux avoir accès aux chambres de l'hôtel. Et en même temps, on voit qu'eux font du B2C. Oui. On voit encore un autre agrégateur comme toi qui, lui, va faire du B2B, c'est-à-dire que tu vas prendre aussi l'hôtel dans ton système, mais toi, c'est pour le proposer à des entreprises type des agences de voyage pour qu'elles puissent. Et pourquoi l'agence de voyage viendrait avec toi et elle n'irait pas, par exemple, sur Booking? D'abord, je rebondis sur ton point. Oui. L'hôtel, pour remplir son taux d'occupation, Oui. a besoin de différents canaux. Tout à fait. Donc, le canal de Booking, Expedia n'est pas négligeable. Oui. Le canal de MyGo n'est pas négligeable. Et le canal direct avec ses clients, ceux qui ont la carte de fidélité, n'est pas négligeable. D'accord. C'est ces trois qui lui permettent de remplir son taux d'occupation. D'accord. Voilà. Donc, voilà. OK. Mais toi, donc, quelle est la différence entre... Je veux dire, pourquoi l'hôtel irait avec toi et pas juste Booking? Oui, bonne question. Parce que moi, je paye au net. L'hôtel n'a pas le souci de me reverser une commission. Il n'a pas besoin de me reverser une commission. Donc, c'est très tralalatique pour l'hôtel de partir en compta. Ça lui prend 3 jours pour savoir. Mais cette réservation est venue de Booking, ça est venue d'Expedia. Donc, on doit... Non. Avec moi, ce n'est pas le cas. Quand elle reçoit une réservation de MyGo, elle sait que d'office, c'est une réservation qui est payée par MyGo. Et je pense que là aussi, le vrai challenge qui a fini par être un avantage pour nous, c'était la crédibilité. C'était de travailler, on a travaillé l'image, on a travaillé sur la crédibilité. On a réussi à faire comprendre aux hôteliers africains que MyGo est crédible. Voilà, que si tu es un propriétaire d'hôtel, tu peux signer un contrat avec une structure comme MyGo, tu es sûr d'avoir ton argent. Et comment tu bâtis cette crédibilité avec le temps? C'est avec le temps, c'est en prouvant, c'est les mêmes codes, c'est le travail, c'est la rigueur, c'est beaucoup de discipline. Voilà, c'est de s'imposer dans le marché par la discipline, par le travail. C'est pas autre chose. Parce que si tu n'es pas clair, si tu es malhonnête, on finit toujours par le découvrir. Ça ne met pas beaucoup de temps. Oui, effectivement, tu peux voler une nuit ou deux, mais tu n'iras pas bien loin. Non, pas du tout. Tu n'iras pas bien loin. Aujourd'hui, ta place monnaie fonctionne bien, elle est bien positionnée, c'est l'une des plus utilisées. Inéluctablement, l'une des plus belles plateformes d'Afrique, je dirais, parce que la plus-value, c'est on permet aux agences de voyage qui, elles, sont en train de mourir petit à petit, de revenir sur le marché. Donc, une agence de voyage ne proposerait pas seulement aujourd'hui que de billets d'avion. Elle pourrait te proposer des hôtels, elle pourrait te proposer des locations de véhicules, elle pourrait te proposer un transfert aéroportuaire grâce à MyGo. Mais est-ce que les agences de voyage ne sont-elles pas en train de mourir à cause de la concurrence d'Internet? Oui, mais je pense qu'il faut... Quand les gens voyagent, maintenant, c'est plus en allant eux-mêmes prendre leur
billets d'avion sur Internet. Et maintenant, d'ailleurs, la plupart des compagnies aériennes ont des deals avec directement des loueurs ou des hôtels. Oui, bien sûr, c'est ça. Non, mais après, moi, je pense que le marché, il est concurrentiel à tous les niveaux. Il n'y a pas que les agences de voyage. Il faut juste innover. Il faut constamment innover. Aujourd'hui, on a sur la plateforme, on a un autre onglet qu'on met en place qui est le e-tourisme, qui permet aux agences de voyage elles-mêmes plutôt, d'avoir un lien qui leur permet de vendre à leurs clients finaux. De dire, OK, bon, au lieu de permettre à l'agence de venir ou au corporate ou au client de venir, que lui-même parte sur son www.xyzagence.com, regarder lui-même les tarifs et les tarifs qu'elles soient conformes à ce qu'on a sur Google, ce qu'on a partout. Oui. Et en ce moment, là, elle vend juste pour avoir sa différence. Il faut juste innover, c'est tout. C'est quoi la clé du succès en entrepreneuriat, d'après toi? La clé du succès? Oui. Tu réussis dans 2 domaines. Alors, je vais être hyper franc. C'est le travail. Hard work. Mais c'est pas un peu cliché? Tout le monde dit ça. Oui, si tout le monde le dit, ça dit qu'il y a une part de vérité. Je le pense sincèrement. Parce qu'on peut proposer rien d'autre que ça. On ne peut pas proposer autre chose que ça. On ne dira pas de dormir et que dormir devient la clé du succès. Ce qui est la clé du succès, c'est le travail. Mais je pense juste qu'à ce travail, il faut rajouter d'autres ingrédients, d'autres éléments qui te permettent, qui, une fois réunis, te permettront d'atteindre l'objectif. Il faut beaucoup de rigueur. Il faut beaucoup de discipline. Ces 3 mots sont clés. C'est des mots qui sont très importants. Travail, rigueur, discipline. Oui. Parce qu'au travail, il faut rajouter la rigueur. Tout le monde travaille. Mais tout le monde n'est pas rigoureux dans le travail. Tout le monde travaille, peut-être avec rigueur ou pas, mais n'est peut-être pas discipliné. Et par la discipline, il y a plein de valeurs qui tournent autour. On parlait de crédibilité tout à l'heure. C'est la discipline qui te permet d'être crédible. Sinon, comment expliquer que tu aies autant de cash que tu tournes? J'ai parlé de l'aviation tout à l'heure. L'aviation, c'est vrai que c'est niche et tout ça, mais l'aviation, c'est beaucoup d'argent qui tourne, que ce soit pour la vente, la location, etc. Mais si tu n'es pas crédible, qui d'abord même te donne son avion qui lui coûte 25 millions de dollars? Qui fait ça? Personne. Donc, je pense que c'est ces 3 éléments qui permettent effectivement d'avoir cette clé et qui nous permettra de réussir. En tout cas, dans tes 2 business, tu fais de la mise en relation, quelque part. Avec les avions, mais aussi avec les hôtels. Dans un cas, la confiance n'est pas du tout la même parce que quand on te donne l'avion, toi-même tu l'as dit, c'est pas pareil. Pas pareil. Et quand, l'hôtel, voilà, c'est une chambre. Si ton client ne vient pas, c'est pas du tout le même enjeu. C'est quoi les gros challenges que tu vois dans ces 2 secteurs? Alors, pour toi? Pour l'Afrique? Oui. Oui, alors moi, le plus gros challenge que je rencontre dans ces secteurs, c'est d'abord la confiance. Là, je parlais d'aviation. C'est difficile pour les gens, pour les clients, de faire confiance. Mais une fois que la confiance est établie, ça va. Ça passe vraiment crème. Dans le milieu du tourisme, notamment dans l'hôtellerie, le plus gros challenge qu'on a eu à rencontrer, c'est d'avoir, ma foi, des gens qui sont dans le milieu, mais qui ne sont pas formés à hospitality en tant que tel. Parce que dans l'hôtellerie, c'est différent ici, en Occident, aux États-Unis, etc. C'est différent la manière de gérer justement une plateforme hôtelière, c'est différent la manière de gérer un taux d'occupation, c'est différent la manière... D'ailleurs, il y a des nouveaux mots aujourd'hui qui sont créés, qui est appelé le yield management. Yield management qui veut dire tarif dynamique, qui veut dire occupation de chambres dynamique. Ça, c'est des choses qui n'existent pas encore en Afrique, ou du moins qui sont pas vraiment vulgarisées. Donc ça, c'est un challenge, c'est un gros challenge qu'on rencontre dans le milieu. Par exemple, on a remarqué que les prix des hôtels maintenant commencent à faire comme les prix des avions, ça augmente. Quand tu reviens sur un site qui était hier à un prix, a augmenté. Pourquoi? Oui, ça, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Okay, ça s'appelle le yield management. C'est créer une sorte de dynamisme autour d'un prix de chambre d'hôtel par rapport à sa demande. Voilà. Ouais. Et l'offre. Voilà. Ok. Très bien. Alors, avec tout ceci, on pourrait se dire que tu gagnes très bien ta vie. Ça va. Tu te considères comme riche? Oui. Mais encore. Je me considère comme riche. C'était la question. Tu te considères comme riche? Oui. Mais je pense que je ne suis pas riche par mon compte en banque. Je suis riche par mon esprit. Je suis riche parce que je suis ouvert d'esprit. Je suis riche parce que j'estime que déjà,
avec mon âge et ce que j'ai pu mettre en place en si peu de temps en Afrique, avec une dizaine d'entreprises créées dans une dizaine de pays d'Afrique, avec plus d'une centaine d'employés en Afrique qui travaillent très bien d'arrache-pied, ce que j'ai pu inculquer comme des valeurs de leadership, des valeurs de management, je me considère comme riche. Donc pas vraiment par rapport au cash ou voilà, ce qu'on a dans le compte ou les cartes bancaires, non. Mais par rapport à l'état d'esprit, par rapport à ce que j'ai pu ou je pense que je suis dans la voie pour atteindre l'objectif que je me suis fixé sur mon retour en Afrique. Alors, qu'est-ce que tu fais de ton argent? À quoi tu le dépenses? Alors, Est-ce que tu aimes les vêtements? Est-ce que tu aimes les belles voitures? Est-ce que tu aimes les montres? Est-ce que tu aimes tout ça en même temps? Oui, oui, évidemment. Je pense que, bon, je ne dirais pas tout le monde aime, mais je pense que oui. Moi, personnellement, j'aime bien dépenser voilà, dans une maison, une voiture, des accessoires, quoi. C'est toujours bon à prendre, oui. Est-ce que tu te considères comme un flambeur? Non, pas du tout. Si flambeur devrait dire dépenser son argent à tout va, dépenser parce qu'il faut dépenser, non. Je ne suis pas de... C'est quoi ta limite alors? Alors, quand est-ce que tu te dis, ça c'est too much, c'est trop ça? Oui, mais évidemment, si je dépense plus de 10% de mon revenu net, j'estime que ça va. Je veux bien dépenser, mais en investissant. Parce que là, au moins, je suis sûr que j'ai des retours sur investissement qui me permettra de dépenser davantage. Et tu investis dans quoi? Alors, j'investis dans l'immobilier. J'investis... En Afrique? En France, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je ne suis pas, d'ailleurs, en parlant de l'Afrique, je suis ivoirien, mais je ne me limite pas à la Côte d'Ivoire en termes d'investissement. J'estime que je suis africain. Et les opportunités qui existent en Côte d'Ivoire, les exactes opportunités existent au Bénin, ça existe au Cameroun, ça existe en Zambie, ça existe en Éthiopie, ça existe partout. Donc, je me considère comme africain. Et donc, là où je trouve l'opportunité, j'investis tout de suite. Donc, dans l'immobilier et dans le foncier, généralement, c'est vraiment là où je mets l'argent. Après, j'investis également dans mes activités courantes. Donc, tu développes tes business. Je développe le business. Je préfère mettre de l'argent, donc des dividendes reçus, dans le business pour pouvoir le grandir, le faire croître. Donc, ça aussi, pour moi, c'est une mesure d'investissement assez importante. Et puis, bon, voilà, après... Quand il y a un petit reste, on investit un peu dans le social. Je préfère dire le social. D'accord. Ton argent, alors on ne sait toujours pas dans quoi tu l'investis. Hein. Enfin, comment est-ce que tu te distrais? Alors, je me distrais comme toute autre personne. Je suis un être humain normal. Tu vas en soirée? Voilà, je vais en soirée. Je passe de belles soirées dehors. Je me permets quand même de dépenser. Mais comme je dis, je ne suis pas extravagant. Bouteille de champagne. Naturellement, voilà, bouteille de champagne, cigare, oui, d'accord. C'est mes choix par rapport à ce dont j'ai envie. Et comme je dis, qui travaille beaucoup doit aussi s'offrir un minimum de plaisir. Voilà. D'accord. Mais est-ce que est-ce que tu évalues le pourcentage que tout ça représente dans ton gain mensuel? Oui. Je pense que je l'évalue énormément. Mais après, je pense que j'ai une instance de ma vie qui joue un peu comme un avantage, je dirais. Okay. Je voyage énormément. Oui. Et je travaille beaucoup. Oui. J'ai beaucoup d'entreprises et donc je voyage beaucoup pour travailler. Et je n'ai pas souvent beaucoup de temps oisif. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour aller m'amuser. Quoique, quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Donc, peut-être que ça aussi, ça m'aide beaucoup. Mais après, quand je parle d'investissement, par exemple, le plowback dans mon business, c'est surtout dans ça. Je voyage beaucoup. Donc, en voyageant, effectivement, on dépense beaucoup d'argent. On voyage en classe affaires, on loge dans des hôtels pour travailler, hein, bien sûr. Et tout ça, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est un investissement parce qu'on va forcément le revoir. Voilà. Alors, quelle est ta vision de la gestion de l'argent dans un couple? Est-ce qu'il faut faire 50-50? Est-ce qu'on doit partager les charges? Est-ce que monsieur apporte tout l'argent? Comment tu vois les choses, toi? Bon, personnellement. Bien sûr. Et bon, alors, personnellement, je ne suis pas contre les personnes qui partagent les charges. Je décide juste de ne pas partager mes charges. Voilà, donc ça, c'est personnel. Ça veut dire quoi, tu ne partages pas les charges? La personne qui partage ma vie le sait, je ne partage pas les charges avec. Ça veut dire quoi?
Oui, je paye tout. Je paye tout. J'estime que, voilà, elle a... Et puis, vous savez, les femmes ont cet instinct maternel qui commence depuis sa jeunesse, qui constamment pense aux enfants, constamment pense à la famille. En tout cas, dans mon cas, je laisse celle qui partage ma vie s'occuper de la famille, de nos familles, hein, pas seulement de la sienne, mais aussi de la mienne. Et moi, je m'occupe de nous. Donc, ça, c'est personnel, comme j'ai dit. J'avoue que c'est pas très clair. C'est-à-dire que toi, dans ta conception, je caricature un peu, Oui, mais oui, l'argent de madame, c'est pour madame. Oui, Elle en fait ce qu'elle veut. oui, Et moi, monsieur, je prends à voilà. ma charge l'essentiel des charges que le couple C'est ça. demande. Et c'est pas exclu que dans des périodes de difficulté, qu'elle me vienne en aide. C'est pas... C'est déjà arrivé? Oui. Ok. Oui. Ok. Oui. D'accord. Oui. Intéressant. Intéressant. Tu n'es pas le premier à dire ça ici. Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas le premier à dire qu'il prend sur lui 100% des charges. Ça arrive souvent d'ailleurs en Afrique que des hommes disent ça. Mais ce n'est pas très moderne comme manière de penser. Je suis d'accord, mais j'étais en Europe. Donc je sais très bien. C'est pas moderne comme manière de penser. C'est pour ça que j'ai précisé que c'est personnel. Même étant en Europe, je l'avais fait. Je n'ai pas changé ma manière de faire. Mais comme je l'ai dit, ça facilite le give back lorsque tu demandes. Parce qu'elle sait que tu fais. Quand tu en as, tu fais, tu ne discutes pas. Donc quand on a besoin, c'est... Et puis même quand on parle des besoins, ce n'est pas pour le quotidien. Parce que bon, pour le quotidien, ça va, on s'en sort. Dieu fait grâce. Mais c'est surtout quand il y a des projets. Parce que deux fois, ce que j'encourage plutôt les hommes à faire, c'est d'impliquer leur compagne ou celle qui partage leur vie dans des projets. Il faut l'impliquer dans le projet. Quand elle a l'argent, qu'elle puisse investir dans un projet. Vous pouvez même décider de partager les charges en disant, bon, OK, pour ce projet-là, on va acheter ce terrain, il va coûter 100 millions de francs, je suis prêt à mettre 70 millions de francs, mais y 30. C'est parfait. C'est une meilleure manière de voir la vie. Voilà, ça sur ce genre de Mais quel est ton projet. objectif avec ça? C'est d'enrichir aussi la personne qui est avec toi? C'est quoi? Non, pas seulement. Vous vous enrichissez ensemble. C'est un bien commun. Donc, du coup, vous bénéficiez de tout. C'est juste permettre à cette personne de participer également et de se sentir, de faire partie de ce que vous mettez en place dans le futur. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est tout à fait normal. Mais quand on a habitué une femme à toujours lui donner de l'argent, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais si demain tu t'en vas, si demain tu es appelé, rappelé par Dieu, comment ça va se passer pour elle? Comment elle va se débrouiller? D'abord, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de se dire que parce que je pourvois pour la famille, la femme doit rester dans le ménage. Et personnellement, je le dis parce que je ne permets même pas mon épouse ou celle qui partage ma vie, je parle même de ma sœur, ma cousine, ma tante. Je ne permets même pas ça. Parce que c'est grave. Et en Afrique, on a beaucoup tendance à penser que voilà, c'est normal. Je travaille pour nous. Elle n'a pas besoin de travailler. Elle peut rester à la maison. Oui, mais ça, c'est quand tu es vivant, tu es en forme et tout. Mais nul n'a le monopole de notre destin. C'est Dieu qui décide. Et demain, quand tu n'es pas là, tu mets toute une famille dans beaucoup de souffrance. Moi, je pense qu'il faut permettre à... Et d'ailleurs, les politiques africaines commencent à comprendre aussi le concept, émancipation des femmes, 30% de part dans des prises de décision, etc. Je pense que ça commence à venir. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, OK, moi je travaille, toi reste à la maison. Non. Dans mes entreprises que j'ai, en tout cas, je dirais 80% de mes office managers sont des femmes. Ça veut dire qu'elles peuvent gérer. Elles savent très, très bien gérer. Elles gèrent très, très bien. D'ailleurs, c'est l'occasion de faire un big up à toutes les femmes qui se battent, qui sont sur le terrain. En tout cas, sachez que nous vous aimons énormément et nous vous apprécions. Mais voilà, c'est important. Mais écoute, on ne va pas tarder à sortir de cette émission. C'est une thématique qui est très importante parce que l'argent est au cœur de beaucoup de préoccupations dans des couples. D'ailleurs, l'argent est à l'origine de beaucoup de séparations parce qu'il y a beaucoup de non-dits ou alors des concepts simplement différents. Monsieur voit la vie de cette manière, madame voit de manière différente. Ils ne se sont jamais vraiment parlé de ça. Et le jour où ça clash, c'est tellement grave que ça finit par... En Afrique, on sait bien que les familles
les enfants soutiennent les familles. C'est-à-dire que toi, par exemple, je suis sûr que à plusieurs niveaux, tu dois soutenir ta famille, frères, sœurs, amis, cousins. De toute façon, il y a toujours quelqu'un à soutenir. Et du côté de madame aussi, comment vous organisez ça? Est-ce qu'il y a une logique? Ou alors chacun gère un peu ça de son côté? Non, c'est ce que j'avais expliqué plus tôt. J'ai aimé ce que tu as dit, c'est ton intervention à toi, à Back to Africa. Tu as dit que quand tu venais en Europe, tu avais tout à fait compris qu'il était impossible, si je dois utiliser ton mot bien, de rester ici et qu'il te fallait revenir en Afrique. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu en as pris tes dispositions. Oui. Tu en as trouvé la moitié qui te sied pour la mission que tu t'es donnée. Tout à fait. Moi, je pense que c'est ça. Dès le début, il faut être clair. Il faut dire comment les choses vont marcher. Sinon, après, si tu ne m'as pas dit les choses il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu ne viens pas me dire autre chose. Sinon, ça nous pose problème. Oui. Et voilà, bonjour le divorce. Je pense que, comme je l'ai expliqué, moi, dans mon cas particulièrement, c'est ça. C'est-à-dire que je veux bien m'occuper de tout ce qui se passe. L'avenir des enfants, ça ne posera pas problème. Tu te charges, tu t'occupes de nos familles. Et c'est plus simple, c'est plus correct. Je peux avoir l'air généreux, donner, mais quand je dis va demander à madame, ça change tout. Parce que si ton dossier n'est pas béton, tu sais que tu sors zéro. Voilà. Ça passe pas. Oui. Est-ce que tu épargnes beaucoup? Oui, j'épargne, mais ça dépend du type d'épargne. Tu parles d'une épargne classique? Oui. C'est quoi l'épargne pour toi? Moi, je dis oui. Est-ce que tu mets de l'argent de côté dans un compte au cas où tu as un problème ou pour des projets? Quelle est ta répartition? Alors, pour moi, l'épargne classique, c'est 20%. OK. C'est 20% des revenus. C'est ce qui peut représenter l'épargne pour moi. Parce que 50% de mes revenus, c'est sensiblement censé repartir dans l'investissement. Ah oui, quand même, c'est beaucoup, non? Non, je ne pense pas. Tu penses que c'est pas assez? Je pense que c'est même pas assez. Parce que deux fois, on a des... Il faut que tu saches, Philippe, et je sais que tu le sais déjà, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Tout à fait. Tellement d'opportunités que 50% des revenus de Donald ne seront pas suffisants à remettre ça dans le système et pouvoir générer plus. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça que je pense. Et pour moi, je considère que c'est aussi une épargne. C'est une forme d'épargne. Pour moi, ce que j'appelais épargne classique, c'était les versements sur le compte bancaire. Je ne suis pas le type à avoir des épargnes. Je suis entrepreneur dans l'âme. J'estime que l'argent qui est dans la banque est utilisé par le banquier et pas par moi. Donc, je préfère investir dans des secteurs qui sont porteurs, des secteurs qui me rapporteront de l'argent. Voilà. D'accord. Très intéressant. Très intéressant. On est quasiment au terme de notre podcast. Peut-être encore une ou deux questions avant de définitivement sortir de là. Tu penses probablement à la transmission de l'héritage pour tes enfants, pour la suite? Comment ça se passe? Absolument. J'y pense beaucoup, mais énormément. Alors, je ne sais pas pour toi, mais nous autres, on n'a pas eu l'occasion, on n'a pas eu la chance de bénéficier de la cuillère dorée. Oui. Mais aujourd'hui, on peut avoir l'opportunité ou l'occasion de transmettre en termes d'héritage. Aujourd'hui, si on me cherche, on ne me voit pas. Je sais que c'est avec beaucoup de fierté que ma progéniture, mes enfants, mes petits-enfants vont pouvoir jouir de ce tu as déjà commencé à sécuriser des choses pour eux? Naturellement, ça c'est hyper important. C'est des choses même sur lesquelles on ne discute même pas. Et quand tu as parlé de champagne et tout, c'était bien beau. Mais comment tu te sens quand tu te poses quelque part pour boire tes bouteilles de champagne et que tu te dises que tu n'es même pas sûr de pouvoir faire la même chose dans 20 ans, dans 30 ans? Moi, personnellement, quand je le fais, je me sens mal. Et je pense que si je me sens mal déjà pour moi-même, pour penser à pérenniser ce style de vie sur 10, 20 ans, 30 ans, ça va de soi que je pense aussi à la génération future. Donc oui, je pense à transmettre. Et pas seulement de l'argent. Très important. Pas seulement les biens, les valeurs. C'est le plus important. Les valeurs. Et ça, c'est très important. Moi, je ne serais pas surpris d'avoir mon enfant, surtout mes filles, qui se mettent à entreprendre. Je ne serais pas surpris du tout. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est une fibre. Tu essayes de leur inculquer aussi? Absolument, dès le début. Bon, elles sont en bas âge pour le moment, mais c'est dans mon plan. C'est clair pour moi, c'est net. Toutes les entreprises qu'on met en place, et d'ailleurs, ça c'est le problème en Afrique, c'est qu'on met des entreprises en place qui se limitent à nous. Le jour où on est parti? Voilà, le jour où tu es parti, c'est fini. Moi, je mets des entreprises en place que j'espère vont pouvoir durer de génération en génération, mais qui va les gérer?
C'est la génération future. C'est la génération d'après moi. Voilà. Très bien. Mais écoute, dernière question. Tu étais à Back to Africa cette année. Pourquoi est-ce que tu penses que Back to Africa, l'événement que j'ai organisé sur le retour de la diaspora en Afrique, qu'est-ce que tu penses que la diaspora, comme toi, peut apporter sur le continent? Est-ce que c'est urgent qu'elle rentre? D'abord, je profite de la plateforme pour te féliciter. Franchement, je suis très, très heureux et honoré d'être ton ami. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. Maintenant, je te le dis en public. Je pense que tu incarnes cette Afrique-là qui a un grand rêve et qui pense à le matérialiser. Oui. Et tu es en train de jouer complètement ta part. En tout cas, chapeau, beaucoup de respect pour ce que tu mets en place. Merci. Ensuite, que dire de Back to Africa? Waouh. Waouh, vraiment waouh. C'était magnifique. C'était une très belle expérience. Des intervenants de taille qui nous ont parlé, qui nous ont édifiés. Des échanges, des rencontres merveilleuses, des personnes qui rêvent maintenant, qui ne rêvent plus que de prendre l'avion pour entrer. Et oui, je pense aussi, je suis du même avis que tous ceux qui ont intervenu. Je pense qu'il y a urgence. Il y a une urgence sur le retour en Afrique. Il y a une urgence, il y a une part. On a une part, tout un chacun, en tout cas tout Africain qui réside dans la diaspora, en Europe, en Amérique, en Asie, partout, a une part de responsabilité dans ce développement africain. Voilà. Moi, je pense que le développement peut se caractériser à 3 niveaux. On a la partie politique, on a la partie économique et la partie sociale. Laissons la partie politique aux politiciens qui se démerdent, qui gèrent leurs affaires. La partie économique peut représenter un socle idéal pour nous. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'Africains contribuent massivement aux économies des autres pays du monde. Donc, on a une part de responsabilité. Et je pense qu'un forum comme ce que tu mets en place, c'est une vitrine spéciale qui permet même à ceux qui avaient des doutes de la possibilité de retourner, de se dire non, alors c'est le moment de retourner. Et je t'en félicite vraiment. Je pense que voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. 2024, on t'espère beaucoup de succès. on sera présent avec tout le soutien justement qui ira avec. Mais tu fais un travail fabuleux. J'encourage d'ailleurs tout le monde à voir un peu ce que tu fais dans tes vidéos, etc. C'est quelque chose de magnifique. Mais Back to Africa, c'est un deal. C'est un great deal pour tous ceux qui sont africains, qui vivent en Europe, qui vivent en Amérique, qui vivent en Asie et qui désirent venir en Afrique. Merci beaucoup, Donald. Je t'en prie. C'était Donald Jobo. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à l'écouter. C'est très rafraîchissant pour quelqu'un qui est parti il y a juste quelques années de cela en Afrique, de pouvoir aujourd'hui, dans 2 secteurs complètement différents, avoir une réussite fulgurante. Je pense que c'était super intéressant de pouvoir discuter avec lui d'argent. Vous avez bien pu voir comment il est cash dans sa perception des choses. J'espère que ça vous inspire. Ça vous inspire à vous lancer, ça vous inspire à vous dépasser, ça vous inspire à gérer votre argent. Vous l'avez bien compris. Il réinvestit 50% de ses revenus. Bon, pour le faire, ça veut forcément dire que les revenus même sont conséquents, mais ce n'est clairement pas assez pour lui parce qu'il aspire à en générer davantage. L'Afrique est une terre d'opportunités et Donald l'a compris. J'espère que son podcast aujourd'hui t'inspire toi aussi à pouvoir te déployer sur le continent. Rendez-vous ici dimanche prochain, même lieu, même heure, pour C'est juste une question de temps, le podcast des Money Makers qui parle d'argent sans complexe. D'ici là, ciao.